Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview plus spécifiquement sur les relations toxiques. Alors, beh, bien sûr, nous avons, tous à un moment ou un autre, ne fût-ce qu'une seule fois vécu une relation un petit peu plus compliquée que d'autres. Parfois, elles deviennent carrément toxiques, que nous soyons au potentiel hypersensibles ou pas. Et la question qui se pose aussi, c'est que, est-ce que nous sommes-nous plus enclins à glisser dans ce type de relation ou pas, en tant que personne au potentiel, hypersensible, émotif, talentueux comme je nous appelle? Quels seraient donc les points de vigilance et les aspects à garder à l'esprit quand on est confronté à ce genre de situation? Comment s'en prémunir et puis surtout, comment bâtir ce que moi j'appelle une base sur laquelle nous éviterons de glisser dans ce type de relation. Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui avec mon invité du jour, Lauriane Casabianca. Une première question, que j'ai envie de te poser, parce qu'il y a beaucoup de ce sont des termes qui peuvent être très galvaudés, donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que toi tu mets dans, le terme relation toxique? Oui. Pour moi, une relation toxique, c'est une relation dans laquelle on se retrouve à ne plus pouvoir être soi de façon libre. Voilà. Dit de façon très très schématique. Et c'est une relation dans laquelle finalement on ne sait plus comment faire pour convenir à l'autre, où finalement c'est les besoins de l'autre qui priment par rapport à ses besoins à soi, où on peut être perdu dans les exigences de l'autre à tel point voilà, qu'on ne sait plus tellement se connecter à ce qui est là pour nous. Je le résumerai comme ça, en fait. Et quels seraient les risques d'une telle relation, en tout cas de rester dans une telle relation? C'est-à-dire que les modalités d'exister dans une relation comme ça sont très très étroites, sont très fermées. Et donc, moi, ce que je vois surtout dans une relation comme ça, c'est le risque de s'éteindre et de finalement plus pouvoir du tout exister tout simplement. Et ne plus être que là en fonction de ce qui se passe, d'être un petit peu sur le fil, à marcher sur des œufs tout le temps. Voilà, pour moi, il y a quelque chose de ce risque-là, quelque chose qui ressemblerait à ça. Alors après, pour chaque personne, ça peut être très différent, mais voilà, si j'essaye de le schématiser un peu, ça serait ça. Moi, j'ai envie de te demander, aussi, pour que ce soit concret pour les personnes, parce que je me rends compte que c'est pas toujours évident de se dire qu'on est dans une relation toxique, OK? Et une fois qu'on s'en rend compte, on se prend une claque. Et donc, il me semble que ce qui peut être intéressant, c'est de donner des indicateurs, des signaux, en tout cas, qui devraient nous alerter. Peut-être pas qu'on y est tout à fait, mais qu'on est en train d'y glisser. Qu'est-ce que tu aurais envie de me dire? Je dirais que ça peut être des signaux qui vont ressembler à tiens, je reçois beaucoup de critiques. J'ai l'impression de me faire avoir en fait dans cette situation. Ou bien on me met dans la honte en fait de façon répétée, je me sens dans la honte. Toujours avec cette même personne ou bien toujours dans cette situation. Ça peut être aussi des cas de violence, hein. Il peut y avoir de la violence verbale. Voilà, donc ça, je dirais que c'est dans les cas où on peut s'approcher de ce type de relation-là. Alors après, quand on est dans des relations toxiques qui sont carrément beaucoup plus installées, on peut aller jusqu'à quelque chose d'abusif, du chantage, de la manipulation, d'autres formes de violence, un climat de peur, etc. Voilà, ça peut aller assez loin en fait, hein, ce genre de choses-là. Voilà. Oui, et ce qui peut, en tout cas dans mon expérience, être, parfois complexe, c'est qu'on peut ne pas être uniquement là-dedans. Il peut y avoir cette espèce de ce que j'appelle balancier. C'est à un moment donné un compliment et puis le lendemain tu es plus nul que nul, et puis de nouveau un compliment et est-ce que tu as pu constater des choses comme celle-là? C'est le chaud et froid. Ouais. C'est le chaud et froid qui est très typique de la relation toxique, hein. On dit parfois un bisou, une claque. Oui. Ah oui. Ouais, c'est ça.
Et du coup, c'est un système dans lequel, en fait, on vient attendre le chaud. Alors, on est dans le froid, et puis on va chercher sa petite miette de quelque chose de chaud qui peut peut-être arriver à un moment donné et qu'on espère. Et puis finalement, c'est pour ça aussi qu'on reste. Hein. C'est que dans ce système-là, il y a ce chaud et froid. Et voilà, donc ça fait partie des choses qui sont aussi très difficiles à désamorcer, quoi. Oui, oui, oui. Mm. Oui, parce que c'est effectivement cette ambivalence qui est à laquelle on va se raccrocher au chaud, hein, effectivement, comme tu le dis. On est ici dans le cadre des relations toxiques qui concerneraient les personnes concernées par le haut potentiel. Est-ce que, d'après ton expérience, notre communauté peut être particulièrement sensible ou en tout cas s'embarquer dans ce type de relation plus que d'autres? Est-ce que tu Oui. peux dire sur ça? Oui, c'est quelque chose de curieux, enfin qui peut faire de l'étrange. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment un lien entre la douance et les relations toxiques. Finalement, en fait, les personnes douées sont des candidats plutôt d'excellents candidats à la maltraitance et à l'abus. Alors, moi, je le vois à travers mes clients en coaching, mes patients en thérapie. Et donc, c'est à partir de ces constatations-là hein, que je travaille. Mais ce que je dirais, c'est qu'effectivement, alors l'idée, c'est pas d'être misérabiliste hein, du tout hein, dans ce que je dis là, mais vraiment de constater, ok, bon, il y a ces points auxquels on peut être vigilant. Il y a cette fameuse différence qui fait que avec l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, l'hypersensitivité, il peut y avoir un sentiment d'exclusion qui fait que, voilà, avec cette pensée en arborescence, qui fait que parfois on a de la difficulté à expliquer son fonctionnement, etc. Ce sentiment d'exclusion-là, il est extrêmement difficile à supporter. Et donc, il y a des personnes qui sont en recherche d'appartenance. Et ça peut conduire à se conformer, et parfois à se conformer tellement que, à son propre détriment, on finit par se conformer à ce que l'autre attend de nous. Et ça peut être un vrai appât, en fait, pour quelqu'un qui aurait le goût d'en profiter. Et puis, pour moi, il y a une autre chose aussi, c'est que les personnes douées, elles sont toujours à vouloir comprendre. Je ne sais pas si... Enfin, j'imagine que tu fais la même chose toi aussi, à vouloir toujours tout comprendre et à être en soif d'apprentissage et de curiosité, etc. Et donc, souvent, on est très, très conscient de nos angles morts. Et donc, le premier réflexe qu'on a en tant que personne douée, c'est de se remettre en question. Et ça va avec le fait que cette inadéquation qu'on peut sentir parfois face à la société nous met tout le temps en remise en question. Donc finalement, les personnes douées, elles sont parfois les premières à reconnaître leurs angles morts et à y travailler. Et du coup, ça laisse place à une critique qu'on finit par croire. Et avant même qu'il y ait un emprisonneur dans l'affaire, pour dire que c'est de notre faute, on est déjà à cet endroit-là, en fait, à considérer que c'est de notre faute. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, dans ce que tu exprimes, moi, ce que j'entends, c'est comme s'il n'y avait pas de doute que c'est forcément de notre faute. Et donc, quand il y a une difficulté, on la porte au lieu de remettre en question l'autre éventuellement. C'est ça que je comprends? Oui, au lieu de prendre chacun sa part aussi, Oui. de dire, OK, moi, dans la situation, voilà ce que j'apporte et voilà ce qui se passe pour moi. Mais sauf que dans la situation, il y en a un autre. Il y a quelqu'un en face de moi qui, lui aussi, arrive avec quelque chose et met quelque chose dans la relation. Et puis, justement, dans la relation, il y a quelque chose qui, pour moi, est important à noter, c'est qu'il y a une éthique particulière. On a cette éthique particulière qui fait qu'on a comment je vais dire ça, une vision vraiment de la qualité de ce que doit être une relation. Et du coup, il y a toutes ces valeurs qui sont très importantes pour les personnes douées, à la fois la loyauté, la vérité, etc. Et ça, avec l'empathie, parfois la surempathie,
ça peut donner lieu à faire passer l'autre avant beaucoup de soi. choses, y Mmh. compris avant soi. Ouais, Mmh mh. Mmh. voilà. Mais, ce que tu mets, hein, ce que tu mets en avant, c'est qu'on se conforme à ce que l'autre attend de nous, hein, attendrait de Mmh. nous. Moi, je me pose aussi la question, parfois, on se dit que l'autre attendrait de nous, hein, je pense Mmh qu'on peut mh. avoir ce rôle-là aussi, mais quand on rencontre cette personne, c'est un démarrage dans une relation, cette personne ne nous demande pas de nous conformer. Donc comment ça se passe, au démarrage? Quels sont les pièges d'une relation toxique, auxquels, être attentif quand on rentre en relation, dans ce type Mmh. de lien? Hem, Comment je vais dire ça? Je pense qu'il y a un des pièges qui est que, toutes ces valeurs-là, elles sont tellement fondamentales qu'elles ne se questionnent pas. Mmh mh. Elles se remettent pas en question. C'est-à-dire qu'une personne, enfin, moi, tous les doués que j'accompagne, pour eux, il est absolument hors du champ absolument de remettre en question les valeurs de loyauté, de vérité, voilà, toutes ces choses-là qui les constituent. Et je pense que ça peut être intéressant dans le début d'une relation d'être très très attentif à tiens, qu'est-ce qui se passe? Quel goût ça a? Moi, ce que j'aime bien donner comme point d'attention, c'est est-ce que on peut juste être attentif avec ce qui se passe en soi Mmh. avec tout ça? Voilà. Vraiment être attentif à son éprouvé, à son sentir. Quel goût ça me donne, cette relation, ce début de relation-là. Et puis, il y a quelque chose qui me semble important aussi, c'est d'aller regarder comment est-ce que je me débrouille pour que l'autre m'apprécie. Oui, Voilà. c'est ça. Est-ce Donc qu'il y il y a un a enjeu à cet endroit-là? mmh mh. Mmh. Mmh. Donc ce que tu nous dis, c'est que, notre besoin d'être apprécié, d'être quelque part aimé, fait qu'effectivement on rentre nous-mêmes dans une forme d'adaptation. C'est ça que je comprends? Exactement. Ben oui, et ça peut. Alors attention, ça veut pas dire qu'on le fait à tous les coups, ça veut pas dire que, tous les moments où on va être en adaptation vont amener à du toxique, mais comme ça peut dériver, ça peut être intéressant d'aller travailler sur ça et d'aller se poser ces questions en amont, de se dire: «Tiens, voilà, moi quand je rentre en relation avec quelqu'un, est-ce que j'ai besoin d'être aimée? Est-ce que j'ai besoin qu'il m'apprécie? Est-ce que j'ai besoin qu'il me trouve «normal» entre guillemets? Est-ce qu'au contraire, bah, c'est pas du tout le cas? Enfin voilà, je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller, dans l'attention précise de ces endroits-là. Mmh mh. Mmh. Parce que, ça pourrait être presque, comme si on provoquait les choses. On pourrait aller jusque-là. C'est dur, hein, de dire ça, mais C'est dur de dire ça et en même temps, il y a du vrai. mmh mh. Heu, C'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, dans une situation comme ça, on est 2 et donc il y a un endroit où on peut aussi laisser le champ libre à l'autre, bah, pour venir s'emparer de ce qu'il y a à prendre, en fait. Ça peut très bien être le cas. Donc c'est pas facile à nommer et c'est pas facile à reconnaître. Et pour moi, c'est une des dernières étapes dans la thérapie, de se reconnaître à cet endroit-là, de l'endroit où on a laissé l'autre venir là. C'est pas facile hein, comme endroit à aller regarder pour soi-même. Parce que avant, faut pas oublier que dans la majorité des relations toxiques, il y a eu beaucoup de souffrance quand même. Voilà, donc pour moi, c'est une étape importante d'abord d'aller regarder cette souffrance-là et d'aller, OK, travailler sur tous ces moments-là et puis sur comment est-ce que moi je vais faire pour me protéger, me réparer, être en résilience et cetera et puis être capable aussi de regarder comment moi j'ai mis des choses dans la situation qui ont pu conduire à ça. Voilà. Oui, de telle sorte à ce qu'effectivement, je ne sais pas si on peut dire que ça ne nous arrive plus parce que ça, c'est ce que tout le monde souhaiterait, mais qu'en tout cas, Mmh.
qu'on soit armé, de telle sorte à ne plus glisser ou en tout cas plus aussi Oui, rapidement ou faire marche arrière si on sent qu'il y a quelque chose de pas juste pour nous. mmh. Oui, c'est ça. Mmh. Redresser, enfin, comment dire? Redresser la situation, c'est un petit peu fort comme terme, mais oui, mettre des jalons qui vont faire que voilà, on va occuper son territoire, on va être dans son espace et on va exister à côté de l'autre. Voilà, parfois dans les relations, comme ça qui peuvent être abusives, et cetera, c'est très difficile d'exister avec. C'est-à-dire que c'est soit toi, soit moi. Et parfois, c'est très difficile de dire: «OK, comment est-ce qu'on peut exister ensemble Ouais. là-dedans?» Ouais, 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 bien sûr. C'est tellement Voilà. important, hein, important de le rappeler. Merci pour ça. Mais, qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme premier conseil à quelqu'un qui rentre en relation, hein? On a déjà, tu as déjà parlé de je ne sais plus quel mot tu as utilisé, mais d'observation. Mmh. Quels seraient les 1ers conseils que tu donnerais à une personne, dans une nouvelle relation? Et je vais peut-être ouvrir une parenthèse, je fais un pop-up ici comme j'ai l'habitude d'en faire, mais, Mmh. hem est-ce qu'on retrouve des relations toxiques dans un milieu plus que dans un autre? Avant de revenir au conseil. Donc est-ce que les Hem, relations toxiques sont plus souvent, amicales, amoureuses, professionnelles, ou pas? non, pour moi, c'est pas, dans un domaine plus que dans un autre, c'est avec un terrain plus que dans un autre. C'est-à-dire OK. que pour moi, les personnes qui ont vécu de l'abus dans l'enfance, ont un terrain. Enfin, c'est un peu violent de le dire comme ça, mais il y a quelque chose qui se rejoue beaucoup plus facilement quand il y a déjà eu de l'abus dans l'enfance. Bien sûr. Hem attention, ça ne veut pas dire que si on est doué, il y a eu de la maltraitance dans l'enfance, hein. C'est plutôt comment est-ce que quand il y a eu ce genre de relations-là, de relations toxiques dans l'enfance, que ce soit euh, incestueux, voilà, il peut y avoir plein de façons de maltraiter un enfant, hein. Mais de toute façon, ce que je vois, c'est que l'enfant essaye d'appréhender ce qui est incompréhensible pour lui. Il y a besoin de comprendre à tout prix et de développer une zone d'excellence pour contrer l'impression de ne rien valoir qui est amenée par l'abus. Voilà. Et donc, c'est là qu'on est dans en faire toujours plus, en fait. Oui, Et oui, ça, oui. ça prépare vachement bien le terrain à l'emprisonneur adulte, en fait, hein, parce qu'on est habitué à se mettre dans ces situations-là. Voilà. Donc, Et tellement habitué, merci pour cet apport, parce que tellement habitué que, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a toute une série de personnes qui ne savent même pas qu'elles ont vécu, qu'elles ont grandi dans un milieu qui était abusif. Pour eux, c'est de la normalité et il faut qu'il se passe quelque chose dans leur vie ou qu'elles commencent à faire un travail, et encore parfois ça prend un certain temps, je pense, pour pouvoir identifier: «Ah mais non, ça c'est pas OK». Hein, parce que quand on parle d'abus, c'est pas que, des choses qui peuvent paraître évidentes comme de l'inceste et des choses comme ça. Ça peut être parfois être juste des postures, alors juste sans minimiser, hein, mais des oui. paroles qui sont pas Oui, forcément bienveillantes, bah oui, répétitives, une façon d'être traité, d'être pointé, de exactement. recevoir la honte. Enfin, il peut y avoir vraiment plein de choses, hein. Donc effectivement, il y a ce terrain-là et donc j'en reviens à ma question, qui était, à quoi faire attention? Quels sont les points de vigilance que tu aurais envie de donner aux personnes qui nous écoutent, Mmh. quand elles rentrent en relation? Et ce que tu nous dis, c'est que, peu importe dans quel domaine, on peut glisser dans des relations Oui, toxiques, où que ce oui, soit. oui, ça peut tout à fait. Ouais. Ça peut être, comme tu le disais, dans l'amitié, ça peut être dans la relation conjugale, ça peut être au bureau, voilà, ça peut arriver à plein d'endroits différents de la vie. Pour moi, je crois que la première chose, c'est en fait, il s'agit pas de plus être ni empathique, ni loyal, ni de s'empêcher d'avoir toutes ces qualités qui sont exceptionnelles et qui font de nous des êtres humains, des vrais êtres humains. Mais de regarder comment est-ce que je l'utilise, tout ça. De regarder, OK, c'est quoi mon écologie, moi, dans tout ça? Parce que du coup, voilà, je peux imaginer que
on est tous à peu près à cet endroit, d'être très empathique, de donner, de partager, voilà. Et je pense que ça fait partie des choses à regarder vraiment de façon très attentive pour soi, c'est comment est-ce que je mets tout ça en œuvre. Voilà. Pour moi, il y a une autre chose, parce que tu parlais de démarrage de la relation, et moi je te disais être attentif à son éprouvé, à son ressenti. Oui, oui, oui. Et donc, voilà, pour moi, c'est important d'être à cet endroit, de sentir quel goût ça a, cette relation qui est en train de démarrer. Mais c'est valable aussi pour les relations qui sont déjà installées. Bien sûr. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est parfois difficile de savoir, de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que surtout si on a toujours vécu ça, bah, ça a toujours le même goût que d'habitude. Donc c'est toujours inconfortable. On ne sait même pas qu'en fait, c'est pas OK. Ouais. C'est pas qu'il y a autre chose, hein, mais... C'est ça. Et donc, de s'autoriser à sentir et à vraiment me mettre en contact avec ce que je ressens, mes émotions, mes sensations, pour me dire, OK, est-ce que là, il y aurait quelque chose qui cloche ou pas? Voilà. Et il y a cette énergie aussi, hein, ce que je vois dans le chat des questions. Le corps est un formidable outil pour nous aiguiller. Quand on est en relation avec quelqu'un et que cette relation, quand on n'est pas encore tout à fait au clair, une façon de voir les choses, je pense, c'est de ressentir, OK, est-ce que je ressors de cet échange avec de l'énergie? Est-ce qu'au contraire, je suis complètement plombée? Ça, c'est un signal qui est quand même intéressant, hein, c'est de se dire que ouf, je perds de l'énergie avec quelqu'un. Oui, C'est cette quand impression même, d'être absorbé par l'autre là et d'avoir d'être vidé quoi. c'est loin d'être anodin, hein, effectivement. Une fois qu'on se rend compte, qu'on commence à identifier que, bah, il y a un truc qui tourne peut-être pas tout à fait rond, que c'est peut-être pas le type de relation que j'ai envie de garder. D'expérience, je sais aussi qu'il y a ce mental qui joue: «Oui, mais non» et puis: «Oui, mais regarde» et voilà, hein, c'est le fameux chaud et froid. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes, qui s'identifieraient dans ce type de relation? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place? Une stratégie, autre chose? Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que il y a alors je vais le dire en 2 temps. D'abord, c'est pas facile d'être seul avec ça. Donc moi, je prêche un peu pour ma chapelle, hein, mais je pense qu'être accompagné, c'est quand même essentiel. Parce que ce qui est important, c'est d'aller observer le bénéfice finalement que moi j'en tire à rester dans cette relation. Ouais. Et ça, faire ça tout seul, c'est hyper difficile parce qu'il faut aller regarder de façon très précise, c'est quoi finalement, qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce qu'il y a de singulier à ma situation dans ce qui est en train de se passer? Et ça implique d'être aidé pour faire ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui mûrisse pour que la personne soit capable de prendre une décision qui lui est propre. Et du coup, c'est ça pour moi le deuxième volet qui est important. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans une situation, qu'on se rend compte qu'on est dans une situation comme ça, l'idée, c'est pas de se fustiger en plus du reste. Voilà. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de se dire ah mon Dieu, en plus de tout, je suis nulle parce que j'arrive pas à m'en sortir. Ça pourrait être la tentation, hein, en plus se rajouter ce poids-là. Et l'idée, c'est plutôt de pas se fustiger parce qu'on n'a pas la capacité d'arrêter ce qui est en train de se passer, mais d'accepter qu'il y a besoin d'un temps pour sortir d'une situation comme ça. Et notamment d'un temps accompagné. Voilà. Et il y a un processus, en fait, qui se fait et qui a besoin de... Ça se claque pas des doigts, voilà. Non. Besoin d'être décanté. Moi, c'est le mot qui me vient. Je sais pas si ça te parle, mais Oui, oui. Et puis aller travailler aussi sur tous les processus dont on a parlé là, son rapport à l'amour de l'autre, le regard de l'autre, son rapport à l'abus s'il y en a eu, son rapport à son estime de soi. Il y a souvent quelque chose de très fort à cet endroit-là.
c'est quoi en fait mes exigences vis-à-vis de moi-même, c'est quoi, quelle place je donne aux exigences de l'autre. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent se regarder et qui, au fur et à mesure qu'elles sont analysées et déconstruites, peuvent permettre de se tirer d'affaire, quoi, si on peut le dire comme ça. Oui. Et en même temps, alors c'est peut-être difficile à entendre, à comprendre pour certains. Moi, je pense que quand, on est dans une relation toxique et qu'on travaille sur ça et que, en particulier quand on se fait accompagner et qu'on arrive à prendre la juste distance, Mmh. c'est un magnifique cadeau de la vie que de pouvoir Mmh. travailler, ce type de Mmh. relation nous permet vraiment, quand on prend ce temps-là, hein, et quand on Mmh. se fait accompagner une fois de plus, ce sont vraiment des relations qui nous permettent de revenir à nous, hein. Ça prend un certain temps, je pense, mais ça nous ouvre, ça peut nous ouvrir, une certaine conscience, je pense. Je sais Mmh. pas. Oui, oui, et je rajouterais aussi, Nathalie, comment, souvent c'est des relations qui reviennent se présenter encore et encore dans la vie, et donc le fait d'y travailler en thérapie, ça veut pas dire qu'on n'en aura plus jamais, Non, mais par non, contre, ça permet de les identifier beaucoup plus vite et de se dire: «Mmh, je connais ce goût-là, ça me va pas. Il y a peut-être non, pas bon. c'est ça, et je trouve que c'est une des choses vraiment, vraiment bénéfiques de l'accompagnement, c'est de pouvoir, repérer les signes qui vont, heu, qui sont là, quoi. Alors, il y a peut-être une question de contexte aussi, hein, puisque, je ne sais pas s'il faut toujours quitter une relation toxique ou mettre un stop, couper le lien. Je ne sais pas Bah ce que tu non, en penses, hein, pas forcément, d'accord? pas forcément. Mmh. Alors, dans certains cas, c'est plus facile que d'autres. Est-ce que professionnellement, parfois on est coincé ou certaines personnes pensent qu'elles sont coincées? Amoureusement, il y a l'affect qui joue. Mmh. Amicalement, ça peut peut-être parfois être plus facile ou pas? Ce sont des Bah, suppositions, mais je crois, tu disais: «Est-ce qu'il faut toujours quitter une relation qui est toxique?» heu et je t'ai répondu très, spontanément: «Non, pas mmh. forcément», parce Mmh. que, heu, hem, il peut y avoir des cas dans lesquels, heu ça peut se travailler ensemble. Je pense au couple, bah, il y a l'accompagnement thérapeutique du couple, par exemple. Ça peut aussi se nommer, et pouvoir, je pense notamment à des gens qui peuvent utiliser, la communication non violente, pouvoir dire: «OK, en fait, quand il se passe ça entre nous, voilà comment je me sens», et j'ai moi accompagné des gens pour qui, beh, ça a permis de débloquer des situations et que l'autre en face, se rende compte de ce qui était en train de se passer. Voilà. Donc, c'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Donc, voilà, ça peut valoir le coup de se poser vraiment la question, de dire: «OK, est-ce que là, dans cette, situation, je on peut faire autrement ensemble?» Ce que j'aime beaucoup dans ta manière d'aborder les choses et merci pour ça, parce que moi, ça me tient vraiment à cœur, c'est que tu parles d'une relation qui est toxique et tu ne parles pas de personnes qui sont toxiques. Et ce que j'entends aussi, Mmh c'est que mh. d'une certaine manière, tu mets en avant la co-responsabilité, hein, et Bah oui. qu'on a chacun notre responsabilité dans cette relation-là. Et donc, je trouve tellement important d'aborder les choses de cette manière-là, parce que ça ouvre aux possibilités d'une part. Mmh. Euh, Sachant que on peut tous avoir un comportement qui fait qu'à un moment donné, on va peut-être, parce qu'on a un besoin de contrôle, hein, je pense que c'est quelque chose qui est Mmh. quand même assez courant dans notre communauté, enfin chez les gens de manière générale, par exemple. Et donc dans notre besoin de contrôle, ben, on va peut-être, mettre en route quelque chose au niveau de la relation toxique, nous de notre côté aussi, même si on pense bien faire, hein. Donc très souvent quand il y a des interviews, des échanges, on se positionne un peu comme la victime, parce que j'ai entendu ici, et une fois de plus, merci pour ça, mais je trouve important de, Mmh. de, de nommer aussi le fait que nous avons aussi notre responsabilité dans ce type de relation également, Oui, et pas que oui. en tant que victime.
Tout à fait, pas que en tant que victime, dans cette co-construction. Et encore une fois, c'est hyper difficile à aller regarder. Hein. C'est voilà, de prendre ce qui nous revient et seulement ce qui nous revient et pas 100% de la situation, parce que parfois tu prononces le mot de victime et parfois les victimes elles se considèrent comme étant responsables de ce qui se passe, hein, beaucoup. Ouais, ouais. Et puis il y a le fait que oui, effectivement, donc pour moi c'est plutôt de l'ordre de la relation que de l'ordre de la personne. Sans oublier aussi que parfois la personne qu'on nomme abuseur ou emprisonneur, bah, il a aussi vécu de son côté des choses qui font que il arrive à se comporter de cette façon-là. Et donc, bah, souvent, c'est des gens qui ont eux-mêmes été abusés. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de le voir d'un point de vue un peu, enfin, comment dans le système ça fonctionne et comment dans la relation ça se mayonnaise ensemble. Ouais. Et une fois de plus, je pense que quelqu'un demande dans le chat, mais est-ce que c'est possible qu'une relation toxique devienne sereine? Donc la réponse est oui, hein, s'il y a une co-volonté de la travailler et un travail sur ça, je pense très profondément que c'est possible. OK? C'est possible et on ne sait pas combien de temps ça prend, mais c'est possible. Voilà, on sait pas et c'est pas, blanc ou noir, hein, une fois de plus, comme tu dis, ça prend du temps, ça prend du temps, ça nous permet, nous aussi, de travailler sur nous, je pense, guérir des blessures, hein, identifier des choses et puis, beh, chacun a sa partie pour que la relation puisse mieux fonctionner. Je trouve que c'est vraiment important de pouvoir le rappeler, voilà. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu auras envie, puisque voilà, on arrive déjà au bout de cet échange autour de la thématique. Qu'est-ce que tu auras envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent pour continuer leur chemin, en tout cas de manière juste et ne pas rester emprisonné dans des relations toxiques? Ben, je dirais, en tant que personne douée, il y a quelque chose de merveilleux et que moi je trouve extrêmement précieux, qui est ces petits trésors-là qu'on a pu nommer ensemble aujourd'hui, de comment est-ce que il y a cette sensibilité-là qui est particulière, comment est-ce qu'il y a cette propension à aller regarder pour soi, comment on fonctionne, toutes ces valeurs, voilà, toutes ces choses qui sont très fortes et qui font de nous, comme je le disais tout à l'heure, des êtres humains très, très vrais, très beaux. Et pour moi, c'est précieux. Et donc, je dirais que pour moi, le mot de la fin, ce serait discernement. Oui. Comment est-ce que toutes ces qualités-là, je les garde et qu'avec discernement, je suis capable de les laisser fleurir. Voilà, je serai avec ce mot-là, moi, pour la fin. Avec discernement et ce que j'aime, dans le chat, quelqu'un dit: «Tout est possible, il faut y croire», mais je pense que ça commence par soi. Oui. Peut-être pas le fait de croire que l'autre peut changer parce qu'on pense qu'il peut changer. Oui, bien sûr, il peut, mais voilà, je sais pas si tu as envie de rebondir sur ça, mais Bah, ça me fait penser à c'est une notion de systémique que je trouve intéressante, de dire ok, en fait, si je mets toujours la même chose dans la situation, il va toujours me revenir la même chose. Donc certes, l'autre il peut changer, mais si moi je renvoie toujours la balle de la même façon, ben, elle va toujours rebondir et me revenir de la même façon. Et donc plus de la même chose donne toujours plus du même résultat. Donc peut-être que l'autre va changer, mais moi peut-être aussi dans mon travail personnel, je peux progresser et évoluer et voilà, et être à un endroit différent qui va faire que bah tiens, on va se déplacer un peu et ensemble trouver d'autres façons voilà. de faire, voilà, de prendre des chemins différents. C'est super, merci pour cet échange.
Si vous avez apprécié cette interview, bien, dites-moi ce qui vous a inspiré en commentaire, si vous le voulez bien. Et puis, tout simplement, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce pour m'encourager à interviewer d'autres personnes. Si vous souhaitez mieux vous comprendre et découvrir des clés pour vivre votre singularité comme une force, je vous laisse télécharger notre magazine Regard pluriel sur le haut potentiel et vous trouverez en description de cette vidéo, il est gratuit. À bientôt!